Appropriation culturelle. Appropriation culturelle, le podcast où l'on s'approprie la culture d'un ou d'une invitée ou des invités pendant 60 minutes. Salut Benoît. Salut Mathieu. Salut Pierre-Marc. Salut Mathieu. Hey, 4e session live pour remplacer des spectacles. Ouais, c'est une belle façon de le dire. Ouais. On remplace les spectacles du Théâtre des Escaliers. Il n'y a pas eu de show depuis janvier, évidemment, la programmation a été annulée. Et là, c'est rouvert depuis quelques jours. Vendredi dernier, techniquement. Je t'entends pas beaucoup, Benoît. Ah non? Non, parle plus fort. Ok, je vais parler plus fort. C'est vrai. Non, mais oui, c'est ça, c'est rouvert depuis le 26 février. Et donc, on va quand même faire, parce que dans le fond, le 26 février devait être présentée la pièce Le Poids des fourmis. Et donc, c'est avec l'équipe de metteurs en scène et d'auteurs qu'on va s'entretenir pendant les prochaines 60 minutes. Mais on voulait en profiter, étant donné que c'est rouvert, vous dire que Matt Luboski s'en vient le 5 mars au Théâtre des Esquerres. Le 6 mars, c'est le spectacle de cirque Bro Tipo qui va être là. Ça, c'est samedi. Guillaume Beaulieu, conteur originaire de la région, le 11 mars qui va être là. On a également Ludovic Bourgeois le 12 mars qui va être sur la scène du Théâtre des Esquerres. Il y en a plein, donc consultez la page Facebook du Théâtre des Esquerres. Vous êtes, en tout cas, si vous nous écoutez, vous êtes là déjà. Ou sur la page d'appropriation culturelle ou sur la page de Médiaté. Bon, finalement, allez sur la page du Théâtre des Esquerres pour pouvoir consulter tous les spectacles qui s'en viennent. Et là, j'entends plus rien dans mes écouteurs, mais c'est pas grave. Mais comment ça va, les gars? Moi, ça va, mais. J'avais beaucoup de choses à plugger. J'étais Ouais. un peu essoufflé. Ah ouais? J'espère que ça passe bien. Ça va, mais j'ai remarqué une affaire. Ouais. Je dis jamais salut à Pierre-Marc. Parce qu'on se somme pas sur ça, Benoît. Eh non, c'est ça. On va quand même s'endurer. Ouais, c'est Ok, ça, bon, vous n'êtes pas en conflit, là? Ouais, Ça fait longtemps. C'est ça. Ça doit Ça fait être au moins depuis le début de l'appropriation culturelle. Depuis juin 2019. Mais ouais, c'est ça. Fait que là. bien content que les spectacles recommencent T'es-tu allé voir les shows? partout. Ben là, pas. Il n'y en avait pas eu. T'es pas allé voir Marc Hervieux? Non, je suis pas allé Hier, voir, ça? Non, c'est ça. Ah, c'était bien bon. Moi, j'ai vu le parking se vider, c'était cool. Ouais, ok. Mais ça, tu restes proche du théâtre, tu restes dans le À côté. trafic, c'est pas cool. Mais ouais, fait que, en tout cas, sortez, allez voir des shows, il va y en avoir. Les cinémas aussi, on en parlait un petit peu avant d'entrer en ondes, là, il y a quelques bons films là, qui. Parce que c'est sûr que quand tous les cinémas quand il y a moins de cinémas d'ouvert, c'est plus difficile de sortir des films. Là, Ça a cancellé la bonne lancée de Sonic le hérisson. Ouais. Fait que, faut qu'il se reprenne, Sonic. Mon petit pet. Il avait sortir un film de Sonic pour vrai. Ouais. Ok, mais en tout cas, la déesse des mouches à cheveux de Daniel Barbeau-Lavalette, c'est bien bon. Fait que faut que j'aille voir ça bientôt. C'est dans ma to-do list. Est-ce qu'on commence ça? Ben ouais, Ça fait longtemps qu'on c'est attend sûr. ça. OK. Mais donc, j'en ai parlé un petit peu. Donc, on va recevoir aujourd'hui l'équipe de la pièce Le Poids des fourmis. Et. Bon. On m'entend pas. On m'entend pas. Donc, Fait qu'on va aller voir la bande-annonce. On organise des élections scolaires pour faire voir que vous avez du pouvoir. Puis après, on organise un party costumé pour vous faire oublier que vous n'en avez pas. Êtes-vous excité? Moi non plus, bonne journée. J'ai rêvé que je recevais la terre morte en cadeau. Voyons, ça fait combien d'années que t'as pas ouvert les yeux? Je veux être capable de toucher aux choses, les faire bouger, les changer. Si le monde a une influence sur moi, je veux avoir une influence sur lui. Jeanne Croton for president. Vive l'optimisme! On commence à zéro! Saviez-vous que le poids total des fourmis sur la Terre dépasse celui des humains? Elles ont beau être petites et faciles à écraser, mais elles sont tellement nombreuses qu'une fois réunies, elles sont beaucoup plus lourdes que leur équivalent. Fuck l'élection! À deux, on est plus lourd qu'une pizza! Je veux pas passer à l'histoire. Je veux que je continue à en avoir une. Les fourmis sont des poilons! Baby, baby, yeah. Baby, dance floor. Donc, on en a plein la gueule. Encore une fois, après avoir écouté la bonne annonce, on est bien déçus de ne pas avoir été au spectacle vendredi dernier.
parce que ça a été annulé. Mais bon, peut-être, sait-on jamais, aura-t-on la chance de les voir. Mais on va quand même accueillir l'équipe, dans le fond, qui est l'auteur, en fait, de la pièce et le metteur en scène. Donc, David Paquet, auteur, et Philippe Cyr, metteur en scène. Bonjour, messieurs. Bonjour. Vous nous Salut. entendez bien? Désolé pour le début de show un peu cacophonique, mais on y est. Ben, par où commencer? C'est pour ça que je voulais montrer la pièce de théâtre, parce que plutôt la bande-annonce, parce que c'est assez hors de l'ordinaire, n'est-ce pas? Comme What the fuck, les fourmis? C'est donc bien hot, ça. C'est parti où, cette idée-là? Le pas des fourmis, c'est né dans la pièce. En fait, cela dit, la bande-annonce, de mon côté, il n'y avait pas de son. Hein. Je voudrais juste dire que ce n'est pas une pièce muette. Je ne sais pas si les gens ont entendu le son ou non, là, mais Oui, les gens Je crois que nous, on l'entendait, fait que oui, je pense que oui. c'est juste mon Zoom. OK, bon, ben, tu vois, j'ai déjà des problèmes techniques. Le pas des fourmis, ça vient dans la pièce. Il y a un personnage qui tombe sur un livre qui s'appelle l'Encyclopédie du savoir inutile, qui est une collection de plein de trucs complètement random qui ranime en lui sa faculté à s'émerveiller sur le sort du monde. Et dans ce livre-là, ce personnage apprend que si on devait réunir le poids de toutes les fourmis sur la Terre, on réaliserait que les fourmis sont plus lourdes que nous. C'est-à-dire que même si elles sont très petites et très facilement écrasables, elles sont si nombreuses que si on devait toutes les réunir, elles sont en fait sur la Terre, elles occupent une masse plus importante que les humains. Et ce fait-là anime en lui quelque chose de l'ordre de « Mais mon Dieu, on est peut-être nous-mêmes beaucoup plus grands qu'on le pense et si on devait se réunir, on aurait un poids, on occuperait un poids d'attaque et de résistance beaucoup plus grand. » Fait que c'est comme quelque chose qui l'anime dans sa quête. Et je me dis, en fait, c'est un peu de ça que la pièce parle, de cette invitation-là à se réunir. Puis ça me semblait un beau titre, Le poids des fourmis. Puis, là, on a aussi le metteur en scène avec nous autres, toute l'espèce de... Les comédiens qui sortent des... C'est quoi, c'est des ballons, dans le fond? C'est... Qu'est-ce que c'est? Moi, la première fois que j'ai écouté la bande-annonce, je fais « What the fuck? » C'est donc bien hot, ça, voir des comédiens sortir de là. Oh, je pense qu'on a perdu, on a perdu le metteur en scène. Oh, non, il est de retour. Ben là, je suis de retour. Là. On s'est perdu pendant une petite minute. Je suis désolé. On se questionnait sur le fameux phénomène des espèces de ballons qui entourent la plateforme des comédiens, où les comédiens ressortent, surgissent. Moi, ça m'avait bien gros frappé à la première écoute de la bande-annonce. C'est pété, ça, comme idée de mise en scène. Ben oui, c'est avec la scénographe Odile Gamache qu'on a eu cette idée-là. On cherchait comment faire disparaître les acteurs, mais dans une coulisse qui ne serait pas traditionnelle. Tu sais, d'habitude, c'est partout, tout autour. Puis là, on avait cette idée que la scénographie était un îlot. Là, tu sais, comme vous voyez, les acteurs sont sur une espèce de radeau / tout inclus. Ils sont assis sur leur gros siège rembourré en train de boire des drinks. Puis à côté du palmier. Donc, si on veut, tout ce qui est autour, les balles, fait office de piscine, du tout inclus. Okay. Et puis, en même temps, ça fait office de coulisses. Donc, les acteurs, ils peuvent disparaître par là, puis réapparaître. Puis comme il y a des tonnes de changements de personnages, ben, ça permet aussi de faire ces transitions-là. OK, donc, c'est quoi? Il y a une trappe sous la scène, là? Où ils rentrent, dans le fond? Oui, il y a une petite trappe, il y a une petite trappe sous la scène. Là, okay. Ils peuvent disparaître dans les balles puis ressortir par le milieu de la scène. Donc, ça, c'est un des mouvements. Mais sinon, ils peuvent juste disparaître dans les balles. Puis ça, on ne le savait pas avant de les commander, les balles. Donc, on a eu l'idée. Puis, ces balles-là, il n'y a personne qui en fabrique ici. Il a fallu les faire venir de l'extérieur du Canada. Puis, on ne savait pas ce serait quoi la texture de ces balles-là. Donc, la journée que les balles sont arrivées en salle de répétition, qu'on a rempli le bassin, puis qu'on les a essayées, on se demandait si on allait rester à la surface des balles ou si on allait disparaître tout au fond. Et puis, on s'est aperçu qu'on disparaissait, puis on était absolument ravis de ça parce que les acteurs, ils peuvent être complètement sous les balles puis continuer à respirer comme si de rien n'était.
OK. Fait que ça, cette pièce-là, dans le fond, on se parlait que ça a été créé dans le contexte d'une résidence avec le Théâtre Bluff, tout juste avant le déclenchement de la pandémie, dans le fond. Là. Oui, ben en fait, moi, j'ai fait une année de résidence d'écriture au Théâtre Bluff, qui est un théâtre à Laval qui fait du théâtre pour les adolescents et leurs parents, donc qui vise des œuvres intergénérationnelles. J'ai commencé ma résidence là-bas quelque part en 2018, je pense. Puis nous, c'était prévu dès le départ du projet que nos dates de représentation, c'était fin novembre jusqu'à la mi-décembre 2019. Fait qu'on a fait une première run de 3 semaines à ce moment-là. Avec quelques supplémentaires, là, je pense qu'on a fait 23 shows en tout. Puis après ça, ben, l'année suivante, on devait là, commencer à tourner, ce qui nous amenait d'ailleurs à Amos. Et ben, finalement, la vie en a décidé tout autrement pour des raisons que nous savons beaucoup trop. Ça doit être tough, là, accepter ça après tant de travail, de création. Tu sais, c'est une nouvelle. On a le goût de le montrer. J'imagine aussi que les 23 shows, vous avez eu une bonne réponse du public. Comment ça s'est passé? C'était super avec le public adolescent. C'était plein. Il y avait plein de gens. Les ados, ils réagissaient fort. Vous voyez un peu dans la bande-annonce quel peut être le ton de la pièce. C'est pas une proposition particulièrement sage. Puis c'est intéressant de voir que les adolescents nous suivent là-dedans puis qu'il y a des bonnes réactions, quoi. Ils réagissent à ce qu'on leur propose. Qu'est-ce qui fait que les jeunes réagissent? Ben, je serais porté à dire, écoute, à eux de répondre à cette question. Je vais quand même m'avancer parce que, évidemment, il y a autant de réponses que d'adolescents, hein, cette question-là. Par contre, c'est une pièce quand même qui raconte, en gros, c'est l'histoire de la semaine du futur, ce qui est une semaine dans une école qui est absolument sous-subventionnée, puis dont le directeur de l'école, lui, il part à la retraite dans 1 an, là, puis il s'en fout. Il s'en fout de tout. Et puis là, ben, pour donner l'illusion aux jeunes qu'ils ont du pouvoir sur leur vie, ils organisent la semaine du futur. Puis il fait une élection scolaire. Là, j'essaie de citer la pièce, mais pour faire croire aux jeunes que vous avez du pouvoir, puis ensuite de ça, on va faire un party costumé pour vous faire oublier que vous n'en avez pas. Il y a quelque chose d'assez cynique quand même dans cette pensée-là de dire qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui que d'avoir, mettons, 14 ans, puis d'avoir l'impression de se faire offrir la terre morte en cadeau. Dire, tu sais, comme, tiens, ton futur, bonne chance. Il y avait comme cette espèce d'émotion-là, de situation-là à la base de la pièce où je me disais, mais c'est quoi être ado aujourd'hui quand on est bombardé de messages de le futur, c'est sombre, c'est noir, ça va être laid, préparez-vous. Donc, sous fond de satire politique / apocalyptique, je me disais, qu'est-ce qu'il en est de la résistance que ça oblige de recevoir ces messages-là et comment on fait pour préserver son optimisme? C'était un peu ça comme la trame de fond, en fait. Puis je pense que ce qui est intéressant de présenter cette pièce-là devant un public intergénérationnel, c'est que bien sûr, cette anticipation-là du futur, elle est très différente si tu as 14 ans ou si tu en as 40 ou si tu en as 75. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant de l'offrir à plusieurs générations en même temps parce que la réaction était complètement différente dépendamment de l'âge du public. Tu sais. Parce que ben là, c'est ça, on souhaite que les jeunes restent optimistes, donc ça fonctionne à la fin. Est-ce que on a l'impression que j'imagine que les personnes, on ne va pas dévoiler de punch, là, mais j'imagine que les jeunes gagnent leur combat ou c'est un peu l'enjeu de la pièce, c'est d'essayer de trouver le juste équilibre entre être aveuglément optimiste, c'est pas être très lucide, mais être trop lucide, est-ce que c'est se condamner au désespoir total? Puis la pièce offre pas tant de réponses à ça, mais que déjà, quand on sait où se situer dans ce balancement-là entre espoir, lucidité et désespoir et courage, il y a déjà là, un espace de réflexion intéressant, je pense.
Ouais, mais il y a aussi cette idée de la transmission hein, là-dedans, puis on pourrait imaginer que la transmission vient des adultes vers les plus jeunes, puis au contraire, et l'optimisme, puis la résistance, puis la volonté de changement dans la proposition de David, ben, elle vient des plus jeunes, puis ben, il y a un mouvement de contamination des plus jeunes vers ceux qui représentent les adultes, puis il y a quelque chose de très beau dans ce chemin inversé par rapport à ce qu'on connaît habituellement. On parle aussi un peu, j'imagine, d'implication citoyenne à travers ça, l'importance de s'impliquer, de prendre part aux décisions ou... Oui, ben en fait, justement, les deux personnages principaux de la pièce sont Jeanne et Olivier, puis c'est les deux qui... Ben, en fait, j'allais dire, ils choisissent de se présenter aux élections étudiantes, mais c'est un peu faux. Ils sont forcés de le faire par leur directeur. Okay. Puis, mais eux se retrouvent quand même à croire à ça, à dire, hey, mais peut-être que... C'est une autre question qui se pose. Est-ce qu'on peut... comment dire? Est-ce qu'il faut... pour combattre est-ce qu'on peut changer le système? système? Ouais. C'est ça. Est-ce qu'on peut changer le système par en dedans ou non? Puis, il décide... et finalement, je veux dire, l'élection est gagnée par quelqu'un qui promet de la pizza à tout le monde. Déjà là, il y a une première grande désillusion. Là. Ouais. La pizza, c'est un peu comme, disons, un gouvernement qui promet de remettre de l'argent dans les poches des gens. C'est un peu le parallèle. C'est exactement ça, oui. c'est ça. Parce que c'est vrai, mais c'est ça, le fameux phénomène des promesses électorales, ça devrait pas être ça sur quoi on devrait se fonder pour discuter puis faire nos choix politiques. C'est plus le fond. C'est quoi les projets de société? C'est quoi dans quoi on veut investir? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est essentiel? On parle beaucoup d'essentiel ces temps-ci. La pizza, c'est quand même essentiel. Oui. Mais c'est ce qui est intéressant dans une satire, je pense, ou au théâtre, par la fiction, c'est que tu exagères tellement les trucs que les gens, tu ne veux pas aller au théâtre pour te faire parler de ta réalité immédiate comme un moins de taxes ou trucs machin, mais après ça, de leur parler sous la métaphore de la pizza, ça devient tellement absurde et tellement grotesque que c'est presque encore plus efficace, je pense, parce que d'abord, on s'amuse, on rit, mais ensuite de ça, c'est assez inconfortable aussi de voir cette espèce de loupe-là être mise sur de réels travers politiques et humains, ou du moins, j'espère. Décourageant, surtout. Des pièces de théâtre. Décourageant, surtout. Ben, je sais pas, de relancer les débats sur ces choses-là. Je pense que c'est de réintéresser les gens à la politique puis voir ce qui fait mal au lieu de juste l'ignorer puis que ça continue. Ouais, mais en même temps, avoir une pièce de théâtre sur l'augmentation des taxes. Ouais, non. Je sais pas. Le personnage principal, j'ai de la misère à figurer qui ça serait. Est-ce que, comme à l'Assemblée nationale, est-ce qu'il y a des personnages qui se font critiquer parce qu'ils portent pas du beau linge ou des trucs comme ça? Parce qu'on est cotowaté. On nomme pas personne. Ben oui. Oui. Si tu veux y aller, ouais. Ben non, et effectivement, je veux dire, il n'y a personne qui sort indemne de cette pièce-là, au sens où c'est comme si la critique n'est pas visée non plus envers juste un groupe, c'est-à-dire que tout le monde y passe. Tu sais, même les personnages plus jeunes pour qui on devrait prendre, ben, ils ont leur travers, puis oui, ils sont pas caricaturaux, mais ils ont comment je dirais, on pourrait critiquer la façon dont Jeanne a de revendiquer des choses via son habillement. Il y a peut-être même quelque chose de cliché par rapport à ça. On critique Olivier, qui est un petit peu trop sage dans sa manière d'aborder ses revendications. Tu sais, tout le monde y passe. Je pense que c'est là aussi la force de l'écriture puis la perspective de David, c'est que, bon, je sais pas, David a une écriture qui est assez mordante, puis il aime bien croquer dans un peu tout le monde, si je peux le dire. C'est comme ça. C'est quoi être mordant pour toi? Ben, écoute, moi, je me demande si peut-être pour rebondir sur ce truc-là des vêtements et tout, tu sais, il y a Jeanne qui se rend chez la mairesse pour lui demander des conseils en politique. Puis la mairesse, elle lui répond, puis là, je vais lire un très, très court extrait de la pièce, mais la mairesse, elle la regarde, puis elle répond, puis elle dit « Avec toi, il y a deux problèmes majeurs, ce que tu dis puis ce que tu portes. La solution, c'est les fausses promesses. Dis aux électeurs ce qu'ils veulent entendre, puis fais ce que tu veux une fois élu. En ce qui concerne ton apparence, garde en tête que tu es une femme qui se lance en politique. Les gens vont parler de tes vêtements, pas de tes idées.
aussi bien organisés pour qu'ils aient des belles choses à dire. Tiens, mets ça. Là, il donne une perruque blonde. Fait que, tu sais, il y a quelque chose d'assez direct là-dedans. Puis c'est très drôle, mais tu sais, c'est un humour, comment dire... André Brassard, qui est un metteur en scène québécois, disait « L'humour, c'est un lubrifiant. Ça permet à ce qui est dur de rentrer. » C'est une belle image. Voilà. Ben justement, parlons-en t'as pas peur d'utiliser justement des images plus fortes parce que c'est un public adolescent, donc tu peux pas les infantiliser, j'imagine, jamais, parce que ça marchera pas. Comment faut écrire aux jeunes? Comment il faut leur parler? Ben, écoute, je pense qu'on pourrait les infantiliser, mais moi, je respecte beaucoup trop leur intelligence pour ça. Puis je crois que Philippe puis l'équipe de conception a fait la même chose dans la mise en scène. C'est-à-dire qu'ils ont quand même monté une mise en scène qui était réellement, tu sais, dans laquelle il y avait plusieurs codes. C'est-à-dire que des fois, les personnages s'adressent au public, des fois, ils se parlent entre eux. Il y a des changements de personnages extrêmement successifs. Puis on a comme fait confiance que les jeunes aujourd'hui, ils sont assez sharp. Là, oui. Ils emmagasinent énormément de fiction, énormément d'histoires. Ils sont pas enlisés dans le réalisme. Puis, ils sont capables, ils sont pétillants, ils sont capables d'imagination. Fait que moi, c'est un de mes grands plaisirs d'écrire pour les adolescents. C'est cette confiance-là que je leur porte. Puis des fois, je me dis que on gagnerait presque à les écouter davantage et à se laisser inspirer par leur... désir de faire les choses autrement. Comme Philippe le disait tantôt, au niveau de la transmission, nous aussi, on a des choses à recevoir des adolescents. Oui. Toi, David, Philippe, dans le fond, quand tu as reçu ce texte-là, tu as vu la mise en scène rapidement ou comment ça s'est passé, ta création là-dessus? Ah non, parce que d'abord, quand j'ai lu ce premier texte-là, il n'était pas encore fini. OK. Non, mais blague à part, c'est parce que quand on est dans le travail de création, il y a toujours évidemment plusieurs étapes de texte, puis on travaille ensemble, on travaille en collaboration, puis petit à petit, les idées de conception, de mise en scène avancent vraiment au fur et à mesure aussi que les idées du texte avancent, puis il y a des petits allers-retours des fois entre les deux. Mais non, la mise en scène a pris quand même beaucoup de temps à concevoir. On en a parlé un petit peu préalablement, mais il y a vraiment de nombreux personnages. David, tu disais quoi, 30? Oui. Bon, il y a 30 personnages, il y a plusieurs changements de lieu, puis toute la conception de la mise en scène était de comment faire pour raconter tous ces morceaux de l'histoire-là, mais sans... il faut imaginer que c'est un spectacle qui est comme dédié qui est promis à la tournée, tout ça. Donc, on ne pouvait pas se permettre non plus d'avoir plusieurs lieux, de se retrouver et chez le directeur, et à la librairie, et dans les casiers, et à la cafétéria, et chez Olivier. Il fallait trouver une manière de concentrer l'action dans un endroit, puis réussir à comprendre l'évolution du récit, puis des changements de personnages. Fait que ça a pris quand même pas mal de temps, mais moi, je travaille beaucoup en collaboration avec Odile Gamache, qui est une scénographe, avec qui j'ai fait 5 ou 6 collaborations. Puis, c'est un dialogue constant là, pour essayer de trouver c'est quoi notre scénographie, ça va être quoi l'univers visuel autour de ce spectacle-là. Fait que je dirais pas qu'on y est arrivé rapidement, mais quand on a trouvé le filon de la Florida... Le film avec Rémi Girard? Oui, presque. On s'est dit, cette action peut se passer là, sur le bord d'une piscine complètement artificielle, c'est-à-dire dans un monde où on regarde un palmier en plastique, on est entouré de boules noires comme dans une mer de pétrole, comme si c'était sur le bord d'une piscine. Quand on a réussi à verbaliser, si on veut, la paresse des personnages adultes, ben là, les choses se sont mises en place, puis on a commencé à avoir beaucoup de plaisir dans ces transformations-là, dans ces allers-retours, en essayant de lier notre proposition que là, j'ai appelée tout à l'heure la Florida, avec la réalité de chacune des actions de proposées dans le texte. Et donc là, ça se passe, ça, c'est vraiment... Donc l'école est autour de la piscine, c'est comme une métaphore, dans le fond, ou... Oui, vas-y, Daniel.
En fait, moi, parce que c'était pas notre première collaboration à Philippe, Odile et moi. On avait fait un spectacle avant qui était Le Brasier. Fait que j'avais déjà, moi, une petite idée en me disant, hey, je pense que si je me permets à même l'écriture de mettre des lieux d'ancrer dans des lieux réels, c'est-à-dire chez Jeanne, chez la thérapeute, à l'école, truc machin, je suis presque persuadé que Philippe et Odile vont pas faire ça. Et c'est tant mieux parce que je voudrais pas qu'on fasse ça. Tu sais, moi, je suis pas un grand fan du réalisme. Et quand ils sont arrivés avec cette proposition de dire le lieu qui a été choisi, c'est pas tant les lieux de l'action théâtrale, mais bien l'espèce de lieu symbolique de un monde à la dérive. Tu sais, les petites boules noires dont on parlait tantôt, qu'on a vu dans la bande-annonce, c'est un peu à la fois les fourmis, mais c'est un peu à la fois une espèce de mare de pétrole autour d'une île déserte sur laquelle des adultes sont complètement désabusés. Puis je trouvais ce lieu-là beaucoup plus intéressant que celui de l'école puis les casiers, tu sais. Surtout en théâtre pour adolescents. Parce qu'il faut arrêter, tu sais, la vie des adolescents, c'est beaucoup plus que l'école, le casier, puis, tu sais... De toute façon, Ramdam l'a fait en masse. Moi, exact. On voit une influence... Vas-y. Non, mais il y avait cette préoccupation-là, effectivement, de ne pas mettre sur scène des casiers puis une cafétéria réelle, puis de faire comme appel à l'imagination des adolescents, tu sais, de faire à l'imagination du public en général. Comment faire pour transposer complètement le lieu dans une autre affaire, puis ça permet d'avoir beaucoup de plaisir, d'aborder ça d'une manière très ludique. Puis là, les spectateurs, ils font des liens ils font des associations entre les lieux qu'on évoque, puis comment on les a traités avec chacun de nos choix. Tu sais. Beau défi aussi au niveau de la lumière, de la musique. Ah, ouais, je pense qu'on a un délai. On a un petit délai. On va finir par le poigner, le délai. On passe notre vie en délai présentement. Vas-y, continue. Vas-y qui? Vas-y moi? Oui. Je vais compléter en disant... Ouais. Je vais compléter en disant que le fait, moi, un décor comme celui-là me fait plaisir parce que j'ai envie que les gens, on les invite au théâtre. Puis je veux pas que les adolescents viennent au théâtre en se disant « Ah, mon Dieu, c'est comme du cinéma, mais cheap. » Tu sais, le théâtre, c'est le lieu de l'évocation quand même. Tu sais, c'est le lieu où on transpose, où on poétise. Plein de trucs, en fait. Fait que, au cinéma, je veux dire, on ne sera jamais aussi beau, puis sharp, puis esthétiquement léchique au cinéma où ils peuvent réellement représenter les lieux. Fait que nous, on n'essaie pas de faire ça un peu comme, mettons, quand... c'est un exemple surutilisé, mais tu sais, quand la photographie est arrivée, la peinture s'est redéfinie. Tu sais, à un moment donné, tu t'arrêtes d'essayer de peindre avec autant d'exactitude parce que tu ne pourras jamais faire aussi exact qu'une photo. Fait qu'au théâtre, c'est un peu la même affaire. À un moment donné, tu ne peux pas concurrencer avec le cinéma. Fait que tu fais autre chose. Tu es dans l'évocation, tu es dans la poésie, tu es dans le symbolisme. Et c'est ça qu'on a à offrir au public. Puis je pense que le public a quand même faim de ça. Tu sais. Ouais, j'espère. Oui, moi, quand je travaille ou que je conçois un spectacle, surtout pour le jeune public, j'aime me dire que j'aime essayer d'avoir comme petit mantra. Je suis sûr qu'ils n'ont pas pensé qu'on pouvait faire les choses de cette manière-là. J'aime ça essayer de surprendre le public, mais en particulier le jeune public, pour qu'il soit surpris des possibilités de ce qu'on peut faire sur scène. Puis le théâtre, en même temps, oui, il y a plein de contraintes, mais ça permet des tonnes de liberté justement liées à cette possibilité d'évocation-là. Puis on dirait que moi, je me donne comme mission justement de les faire voir ces possibilités-là puis d'élargir l'imagination du jeune public. Fait que je travaille tout le temps avec ça en arrière de la tête. C'est super important pour moi. Es-tu plus mentalité beaucoup d'accessoires ou très minimaliste? Y a-t-il quelque chose qui t'allume plus? Ou comment tu gères ça? Ça dépend de l'auteur. Je dirais qu'ici, c'est pas du tout minimaliste, là. Il y a des tonnes d'accessoires. Il y a vraiment beaucoup de choses. Ça a été toute une gestion. Entre autres parce qu'on avait le goût que les deux adultes là, qui sont sur les chaises au début que vous avez vu,
que tout le long de la pièce, ils garochent des déchets dans la piscine de balle noire. Fait que tout au long, tu sais, il y a des cochonneries qui revolent, ils boivent dans des verres en plastique, ils garochent ça dans la piscine, ça flotte. À la fin, tu sais, ça a complètement l'air d'une île, d'une plage complètement polluée, souillée. Puis eux, ils s'en foutent là, complètement, ils sont super irrévérencieux par rapport à leur environnement. Fait que oui, il y a vraiment beaucoup de gestion d'accessoires, plus lié à ça, à une quantité quand même importante de scènes. Donc, ça appelle à plusieurs accessoires puis plusieurs changements. Donc, oui, ça a été une petite gestion, mais bon, il y a des pièces que je peux faire avec presque rien, mais David me permet toujours de plonger dans des univers assez fantastiques. Alors que le brasier, la pièce qu'on a fait d'avant, il y avait un accessoire, je pense, qui était une cage. C'est OK. tout. Oui. Fait que ça dépend. Je pense que c'est. Ben, il y avait une plaque à biscuits aussi. Ah, il y avait une cage pour un bébé. Une plaque à biscuits. Oui, il y avait un bébé dans une cage, puis on a pris la cage vide. On n'a pas mis de bébé dans la cage. OK. C'est la cage pour le bébé, mais OK. Bon. C'est un code DPJ, ça là. C'est du théâtre, c'est de l'évocation, Mathieu, c'est correct. C'est de l'évocation. C'est juste, exact, c'est que de l'évocation. Elle le dit à son bébé, elle dit t'appelleras la DPJ, mais que tu sois assez grand pour signaler. Ben sinon, là, parlons des autres projets. Donc, vous n'en êtes pas votre première collaboration. Comment vous vous êtes connus, théâtralement parlant? Qu'est-ce qui vous a amené à travailler ensemble? Nous, on se connaît depuis très, très longtemps. On a étudié en exploration théâtrale à Saint-Hyacinthe, qui est un prix universitaire en art, mais avec un profil théâtre. David était une année devant moi. Ouais. Puis il m'impressionnait bien, bien gros. C'est pour ça que je lui parlais pas. Oh, Dieu. Mais et après ça, d'amis communs, en fait, on s'est recroisés à Montréal, on se connaissait déjà. Puis ensuite de ça, bon, évidemment, le milieu théâtral montréalais demeure quand même un peu petit. Il y a beaucoup de gens, mais tu croises beaucoup les mêmes gens dans les halles de théâtre et tout ça. Puis on s'est recroisés de cette façon-là. Moi, je suis allé voir quelques-uns des premiers spectacles de Philippe que j'ai trouvé tout de suite très intéressants. Et ce qui est le fun quand tu es un auteur et que tu écris du théâtre contemporain, c'est que en tout cas pour ma part, tu cherches des metteurs en scène qui ont envie d'écrire leur nom à côté du tien et pas par-dessus le tien. C'est-à-dire qu'il y a des fois des jeunes metteurs en scène ou metteurs en scène qui ont un grand envie de réinterpréter complètement ta pièce de théâtre pour qu'on puisse entendre leur signature formelle à eux. Ce qui est fort intéressant quand tu reprends Roméo et Juliette pour la 150e fois, mais quand moi, en tant qu'auteur contemporain, ma pièce, c'est la toute première fois qu'elle est montée, tu as quand même à cœur que les gens puissent entendre réellement tes mots puis ton univers plutôt que leur interprétation. Fait que je savais bien de la façon dont j'avais vu Philippe monter du théâtre contemporain, je me disais, hey, je pense que ce serait fort intéressant de collaborer avec lui. Puis ensuite, je lui ai fait lire une pièce qui était Le Brasier, puis Philippe m'a quand même talonné talonné agréablement en me disant, je pense que c'est prêt à être monté. Puis moi, j'étais comme, non. Un petit peu névrosé, perfectionniste que je suis. Puis finalement, grand merci à Philippe qui avait raison, la pièce était prête. Puis c'est un peu ce qui a lancé notre désir de vouloir recollaborer encore ensemble sur Le Poids des fourmis. Oui, d'ailleurs, avec notre précédente collaboration, le Brasier, on a été visiter votre région. On a été à Rouyn-Noranda, à l'Agora des Arts. Ouais. Bon, super. Fait qu'au moins, vous avez réussi à rentrer en Abitibi, au moins, avec une pièce. Là. Il n'y aura pas toujours une pandémie pour bloquer chaque projet. C'est une bonne nouvelle. Ouais. Non. Là, à l'époque, on était libre, puis il n'y avait pas de feu. D'ailleurs, il vous reste 4 minutes pour aller dehors. Là, si vous voulez en profiter. Il faut prendre une pause. Est-ce qu'on peut dire, ou est-ce qu'il y a possibilité d'avoir un troisième projet en collaboration? Est-ce qu'on peut s'avancer là-dessus? Le confinement a-tu été créateur? Je l'espère. Ben moi, en fait, dans quelques jours, je m'en vais en résidence d'écriture en Gaspésie. Oh. Travailler sur un nouveau projet. Donc, on verra bien qu'est-ce qui va advenir de ça.
je tiens à dire à tous les gens qui nous écoutent, qui pensent que j'ai peut-être pas le droit d'aller en zone orange, que je vais passer un test COVID puis je vais m'isoler dans un chalet pour écrire, il n'y a pas de problème. Mais j'ai très hâte de sortir de Montréal puis de... Oui? Tu vas voir, c'est fuckant, Gaspésie, tu peux rester dehors jusqu'à 9h30. C'est hallucinant. C'est fou, je peux pas imaginer ça. Mais pas moi, parce que je suis considéré comme zone rouge, même quand je suis là. Fait que moi, il va falloir que je rentre à 8 heures. Ah ouais, c'est ça, oui, c'est vrai. C'est vrai. Ah ouais, c'est vrai. Ça en sort pas. Non, mais oui, j'aimerais ça qu'il y ait une autre collaboration entre David et moi. Moi, j'aimerais ça que David soit mon Michel Tremblay. Oh. Quand même. Michel Tremblay, c'est pas rien. Ça me tente. Est-ce que vous avez toujours fait des textes pour adolescents ou vous avez aussi, ben là, c'est textes ados et adultes, mais est-ce qu'il y a d'autres publics que vous explorez aussi? Ou? Oui, ben le brasier à la base, c'était pour adultes. OK. Fait qu'on se promène dépendamment du projet. Je ne sais pas si avec Philippe, tu sais, je ferais peut-être pas une pièce pour les 6 ans et plus, mettons. Ah non? Je préférais, je pense qu'il y a quelque chose d'un petit peu d'irrévérencieux, pour reprendre le terme de Philippe. Dans notre rencontre, les deux, on a quand même le désir un peu de brasser la cage, puis de ne pas faire un théâtre trop aseptisé, puis symétrique, puis propre. Fait que peut-être que c'est bien qu'on puisse se rattaquer à un public pour adultes. Il me semble que ce serait le fun. Oui, mais sinon, toi, David, tu as quand même écrit pas mal pour le théâtre jeune public. Tu as d'autres propositions aussi dans ton répertoire. Oui, j'ai déjà fait une pièce pour des 3 ans et plus. 3 ans et plus, OK. Mais c'est évidemment... Ouais, right? Mais c'est complètement autre. C'est un théâtre pour les enfants. C'est presque des bébés, en fait. Ouais. Fait que là, moi, je me disais, comment on fait pour leur offrir un théâtre qui est évidemment pour les stimuler scénographiquement avec la lumière puis tout ça, mais quand même mettre un contenu puis des mots que même leurs parents seraient susceptibles de trouver intéressants. C'est comme ça mon défi pour ce projet-là, de dire, y a-t-il moyen de stimuler des enfants de 3 ans et leurs parents? Et c'est comment ça marche? Comment on stimule un toddler de 3 ans? Ben, tu ne stimules pas de la même façon. Tu sais, les enfants de 3 ans, il y a quelque chose d'abord, c'était histoire à plumes et à poils. Puis c'était comme un truc qui tournait autour d'animaux. C'était comme tous des petits tableaux qui tournaient autour un bestiaire, en fait, qui tournait autour des animaux. Okay. Fait que là, il y a un choix quand même déjà là, pour enfants, puis tout ça. Puis ensuite de ça, il y a moyen d'insérer des jokes là-dedans qui sont clairement destinés aux adultes, un peu comme je pense au film Pixar de Walt Disney. Oui. Ça. Oui. Tu sais, il y a des trucs là-dedans où cette joke-là, t'es comme, OK, ça c'est clairement pour papa puis maman, là, parce que les jeunes, ça passe complètement par-dessus de leur tête. Fait que je me disais, il y a peut-être moyen de faire ça aussi, tu sais. Toy Story, c'est rempli de calls comme ça, c'est fou. En les écoutant, il y a toujours des nouvelles blagues que tu catches. Dans une galaxie près de chez vous aussi, est faite sur ce pattern-là aussi, t'sais. Exact. Puis c'est un beau défi d'écriture, ça. Ouais. Donc là, si on va voir la pièce éventuellement, si on a la chance de voir le Pas des fourmis comme adulte, on va avoir des gags qu'on va pouvoir saisir un peu plus que. Oui, je pense que oui. Puis c'est comme le chemin émotif n'est pas nécessairement le même non plus. Puis c'est assez beau de voir ça, tu sais, dans les représentations. Il y avait à la fois des adultes puis des adolescents. Ça réagit pas toujours au même endroit. Puis les gens sont pas émus au même endroit. Ils rient pas exactement aux mêmes blagues. Donc ça se croise d'une certaine manière. Puis ça, c'est très beau. C'est comme si la salle rentrait en dialogue avec elle-même aussi. Il y a un dialogue dans ces réactions-là entre les parents et les plus jeunes. Là, tu parles aussi de théâtre pour les très jeunes, mais je vais t'inviter à aller prendre connaissance du festival Les Petits Bonheurs en Abitibi-Témiscamingue, qui est un festival qui s'adresse vraiment au public CPE, dans le fond, principalement, et même plus jeunes. Fait que probablement que cette pièce à poil et à plumes pourrait y être présentée. Histoire à plumes et à poil, oui. Donc, on va lancer l'invitation au festival des Petits Bonheurs. Je ne sais pas si... Oui, je ne sais pas si c'est le même, mais il y a un festival. Il y avait, en tout cas, à l'époque, un festival Petit Bonheur à Montréal, d'ailleurs. Fait que je ne sais pas si c'est comme je pense que un sœur jumeau jumelle de ça. Ça doit, hein, j'imagine. Oui, c'est ça. C'est un espèce de concept. J'étais allé voir à un moment donné... Ouais, j'étais allé voir plusieurs pièces de théâtre pour enfants, une certaine édition. Puis j'avais vu une pièce...
un show de danse pour les 2 ans et plus. J'étais comme obligé d'y aller parce que j'étais comme, ah, mon Dieu, ça va être plate. Puis finalement, c'était bouleversant comme spectacle. C'était deux artistes espagnols qui dansaient avec du papier. Juste ça, puis c'était extraordinaire. Et les enfants avaient la même réaction ou... Ben, les enfants étaient émerveillés. Ouais. Et les adultes étaient attendris. OK. Mais moi, écoute, j'ai pleuré. C'était tellement beau, c'était tellement simple. C'était comme une berceuse, mais pour adultes. Puis les enfants, ben, eux, ils trouvaient ça magique de voir le papier s'animer comme ça. Ça devenait quelque chose de presque marionnettique. Ben encore là, c'est ça. C'est un peu comme on disait tantôt. La perception de l'enfant et de l'adulte n'est pas le même. Mais l'art fait son chemin. C'est ça qui est beau avec c'est comme une toile, tu peux l'interpréter comme toi, tu veux l'interpréter comme tu la ressens. C'est ça qui est beau. Là. Chaque texte peut être vu d'une façon, d'un angle différent. Ben, c'est comme ça, hein? Je pense qu'on essaie un peu de faire c'est comme ça qu'on essaie d'aborder notre théâtre, en tout cas, qu'il soit quand même ouvert puis qu'il y ait de la place à l'interprétation. Alors, le poids des fourmis, c'est fait comme ça aussi. Chacun a de l'espace pour créer son propre chemin puis comprendre certaines choses selon sa sensibilité. Puis ça, c'est chouette aussi. Tu sais, je trouve que c'est pas... la parole de David n'est pas une parole qui est didactique, là, qui se veut enseigner des choses, mais qui est plutôt comme un chemin sensible autour du sujet. Parce que la pire affaire avec des ados, je pense, c'est d'être moralisateur, ça c'est sûr. Absolument, ils détestent ça. La pire affaire que tout le monde, de toute façon, je pense que même un adulte n'aime pas ça se faire moraliser. Ça se dit-tu, ça? On comprend. Ça fait la morale. Hein. Sinon, comment ça va se passer pour vous autres, le retour en salle? D'après vous, le déconfinement, là, ça fait depuis octobre que vous êtes limité à vous voir dans des salles de pratique seulement, en création, en écriture. Espérez-vous, est-ce que cette période de création-là aura été intéressante pour vous autres et le retour en salle sera plaisant? Ou? Moi, j'ai une première prévue le 20 avril au Théâtre d'Aujourd'hui pour une nouvelle création. Je ne sais toujours pas si ça va avoir lieu, si on va accueillir du public, si on va jouer, mais on travaille comme si. Donc, on se met en mode création, on fait fabriquer les décors, on développe le projet, on fait comme si on était en production. Ça fait comme beaucoup de bien là, aux artistes qu'on est, puis aux humains aussi. C'est-à-dire qu'on peut travailler puis se rencontrer dans une salle puis échanger autour d'un projet. Là, fabriquer un projet, ça, c'est comme l'essence de nos activités. C'est rassurant de pouvoir le faire. Puis après ça, on dirait que le public, ben le retour du public, c'est une autre chose. Parce que si on s'imagine qu'il y a une réouverture des salles, c'est aussi insécurisant parce que ça ouvre la porte à une éventuelle fermeture. Puis c'est très compliqué de mettre les choses en place pour accueillir le public. Donc, par exemple, est-ce qu'on va être capable de faire la première à la date prévue si on l'annonce? Est-ce que nous, on n'est pas non plus... c'est possible là, qu'il nous arrive quelque chose comme attraper la COVID puis qu'on ne puisse pas travailler pendant une semaine ou deux. Donc, ça rend... c'est comme si l'ouverture des salles quand on est en production, pour moi, c'est assez insécurisant, même si on a très, très envie de rencontrer le public. Il y a beaucoup d'instabilité dans l'air, puis il faut composer avec, mais voilà. Sinon, comme auteur, j'imagine qu'on travaille quand même assez seul d'habitude, mais là, jamais autant que là. mais là, je travaille seul, je vis seul, je fais tout seul. Mais c'est là où moi, je suis très admiratif de mes collègues acteurs, actrices, concepteurs, conceptrices, metteurs en scène, parce qu'effectivement, je pense qu'ils sont affectés de façon plus directe que nous. Évidemment, nous sommes tous affectés par l'absence des représentations. Je veux dire, moi, il y a depuis mars environ 100 représentations de mes spectacles ici et en Europe qui ont été annulées. Tu sais, c'est quand même énorme là, en termes de ce que ça représente d'opportunités, puis de gagne-pain, puis tout ça. Sauf qu'effectivement, moi, je peux un peu plus facilement continuer à travailler seul, c'est-à-dire écrire de nouvelles pièces ou je ne sais quoi, alors que quand je regarde, mettons, comme la situation dans laquelle Philippe et des centaines, voire des milliers d'autres artistes se trouvent, c'est-à-dire de
on va travailler sur un spectacle qui, encore une fois, on ne sait pas s'il va avoir lieu, mais il faut le faire quand même. Puis ça se peut qu'une semaine à l'avance, on se fasse dire que finalement non. C'est lassant, c'est mentalement quand même assez exigeant. Nous, ça me dit... Oui. Non, mais en même temps, j'allais dire, c'est comme une époque qui est quand même fabuleuse. Là, je ne veux pas trop parler de COVID, là, mais il y a quand même ces moments-là vont rester gravés dans le fond de nos têtes. Là. Moi, quand je vais répéter, il y a quelqu'un dans la salle dont son rôle, c'est d'être une régie sanitaire. Donc, elle surveille tout le chemin des accessoires, puis elle nettoie tous les accessoires. Elle a un maître, un bâton, là, carrément. Puis elle mesure la distance entre les acteurs dans ma mise en place. Puis elle calcule le nombre de temps qu'un acteur passe trop proche d'un autre acteur, puisqu'ils ont le droit à 15 minutes. Donc, c'est comme si les journées sont très spéciales, au sens où c'est comme si on jouait à une espèce de jeu de société avec des règles complètement aléatoires. Il fallait évoluer là-dedans. Puis je sais pas, je pense que c'est difficile, mais en même temps, on va s'en souvenir de ce moment-là. C'est clairement une époque. Ça va marquer aussi une époque. ça va marquer une époque aussi où on va regarder les films ou le théâtre. Ben, peut-être pas le théâtre qui va être plus adapté, mais au moins les films, les téléséries où on va voir qu'à une époque, il y a des distances entre les personnages. Il y a moins de rapprochement. Ça va sembler plus artificiel de regarder cette strate d'épisodes, cette strate dans le District 31, c'est fou le nombre de scènes où les deux comédiens sont toujours à une distance de capot de char. Mais c'est ça. C'est fou. Quand est-ce que tu te positionnes d'un bord du capot? C'est ça, il y a comme quelque chose d'intéressant pour notre travail aussi parce qu'on découvre c'est quoi la valeur du geste, la valeur de la proximité des corps quand deux mains se touchent, puis aussi, juste les visages, tu sais, souvent on travaille masqué, puis quand les acteurs dévoilent leur visage, c'est sûr qu'on les regarde comme complètement autrement. Fait que ça modifie notre regard puis notre perception de ce qu'on est en train de faire. Puis même chose quand on est spectateur. Tu sais, vous l'avez dit, à la télévision, on se surprend à analyser la distance, les gestes. Donc, il y a quelque chose de vraiment franchement chiant, mais aussi passionnant de l'autre côté. As-tu songé à intégrer le masque dans la mise en scène? Excusez. J'intègre pas le masque, mais on intègre le purel. Okay. Donc, on intègre vraiment le purel dans la mise en scène. Chaque acteur a son petit purel dans sa poche. Puis on réussit à trouver moyen de se désinfecter, tu sais, quand il faut se passer un accessoire ou on n'a pas le choix de toucher au partenaire. On trouve un moyen que les mains n'aient pas été passées dans le visage avant de toucher à un autre. Tu sais, toutes sortes de petits trucs un peu bizarres qu'on n'aurait pas fait avant. Vas-y, David, tu avais une idée pour poursuivre? Oui, non, mais j'allais juste dire, il y a évidemment ce qu'on perd. Tout est quand même plus compliqué maintenant, mais après ça, ce que, tu sais, central à la notion de théâtre, il y a une invitation au rassemblement quand même. Ouais. Ce rassemblement-là, lorsqu'il aura la chance de ressurgir, je pense, sera encore plus sacré. Tu sais, des fois, c'est quand on perd nos acquis qu'on réalise que ce qu'on avait est réellement précieux. Et je pense que le théâtre qui fait ça, qui convie des gens à être ensemble autour d'une œuvre d'art, mais que ça revienne, ça va être quand même extrêmement, extrêmement fort, je pense, comme, tu sais, de cette rencontre-là, enfin, de dire, hey, OK, on peut être ensemble. Mon Dieu, qu'on prenait ça pour acquis. Ouais. Alors que je pense que ça va nous ramener une certaine... le plaisir d'être ensemble et la gratitude de pouvoir le faire. Ça va être assez magique, mais que ça reparte, là. Est-ce que ça risque de laisser des empreintes sur l'inspiration que vous allez amener pour les prochaines écritures que tu vas écrire, David, ou sur tes scènes, Philippe? T'sais? Est-ce qu'il y a des choses qu'on va avoir vécues dans le COVID qu'on va amener avec nous dans notre création, dans nos affaires? Pensez-vous que ça va laisser des traces de ce genre-là? Ça se peut. Moi, ma prochaine pièce, c'est une orgie. Non. Complètement ailleurs. Théâtre pour ados? Non. Écoute, j'imagine, c'est dur Moi, quand je commence une création, je n'ai pas de plan super fixe. J'aime beaucoup me laisser guider par ce que l'écriture fait surgir. Fait que répondre à cette question-là, ça m'est difficile. Je vois difficilement, par contre, comment il y aurait zéro influence ou zéro conséquence. C'est presque sûr qu'il va y avoir un impact, à savoir lequel, je ne sais pas.
Ben moi, comme je vous disais tantôt, c'est comme le rapport au corps puis au contact. Ça renouvelle mon regard. C'est comme complètement différent parce que ça a beaucoup de valeur. Tu sais, comme là, avant, je travaillais comme ça. On choisit quand même les gestes, la distance, mais plus naïvement, plus spontanément. Là, le fait qu'on doive compter les minutes, qu'on doive compter les gestes, qu'on doive se désinfecter, faire vraiment attention à ses partenaires, à l'autre, aux conséquences que ça peut avoir sur la production, force une espèce de regard très précis sur le langage du corps. Puis j'ai l'impression que ça va laisser sa marque, ça va rester. On va peut-être garder en tout cas moi, je vais peut-être garder une rigueur dans cette façon d'aborder le travail du corps, puis en même temps, essayer aussi de donc bien profiter de la liberté qu'on aura un petit peu plus tard. Là. C'est sûr que ça va laisser des traces. Sinon, avez-vous essayé parce qu'il y a une notion qui prend de plus en plus de place évidemment, c'est l'art numérique, la création numérique. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez commencé à exploiter ou à regarder les possibilités, les avenues du numérique? C'est-tu quelque chose qui vous intéresse? Est-ce que ça vous attire? Ben oui, moi, je suis justement en train de travailler sur un projet qui est complètement scénographique avec Odile Gamache, qui a aussi fait la scénographie du Poids des fourmis. Oui. On ouvre ensemble une boutique en ligne. OK. Donc, on ouvre le 17 mars prochain. Vous pourrez voir ça sur le site de l'Usine C à Montréal et sur le site du Festival international du film sur l'art, le FIFA. Et en fait, vraiment, on ouvre une boutique en ligne où on vend toutes sortes de petites capsules vidéo qui est autour des œuvres scénographiques que Odile a créées. OK. Puis donc ça, c'est comme normalement, on devait faire un spectacle en live là, devant des spectateurs. Puis à un moment donné, c'est devenu très clair que ça n'allait pas arriver. Ouais. Donc, on a trouvé ce plan B-là pour être capable je dirais pas parce qu'on est donc bien amoureux du numérique, mais parce qu'il y a un goût de création. Puis là, ça nous permettait d'aller au bout d'une certaine idée. Ouais, puis on parle de laisser des traces. Mais le numérique, oui, c'est sûr que ça ne remplace pas, comme tu disais, le rassemblement, David, mais c'est quand même quelque chose d'intéressant. Ça peut être une façon d'amener la culture aux gens, là, aux citoyens, aux consommateurs très directement. Absolument, et de l'amener là où des fois elle ne se rend pas, c'est-à-dire que ça permet quand même, plutôt que les gens sont obligés de venir à toi, ça te permet à toi d'aller chez eux. Il y a quelque chose quand même dans ces arts numériques-là qui démocratise extrêmement l'accès au théâtre. Et ça peut être super intéressant, tu sais. J'ai fait au début, au mois d'avril, parallèlement à ma démarche d'auteur de théâtre, je fais des one-man shows, des fois du stand-up poétique. Okay. Ce sont des contes, du stand-up comique, une espèce de mélange où je raconte des histoires, en fait. J'ai fait un show de ça dans le cadre d'une initiative du CEAD, qui est le Centre des auteurs dramatiques, qui s'appelait Monologue intérieur. J'ai fait un show d'1h15, seul chez nous, sur Zoom. Mais je savais que je parlais... Mais je savais que je parlais à 100 personnes. Okay. C'est un espèce de nouveau défi intéressant, extrêmement étrange, mais agréable. Puis il y a un autre des spectacles sur lesquels je travaillais avec une artiste multidisciplinaire qui s'appelle Karine Sauvé. Le spectacle s'appelle Chansons pour le musée. Et finalement, on l'a transformé en balado. On a sorti il y a 3 semaines, en fait, on peut trouver là, sur toutes les plateformes, iTunes, Spotify, puis tout ça. Fait qu'on l'a transformé en balado, puis ils ont fait un album aussi avec. Fait que ça oblige à se réinventer, évidemment. C'est ce fameux mot qu'on s'est fait balancer plusieurs fois en pleine gueule. Mais à un moment donné, t'es comme, ben oui, OK, on va le faire. T'sais. Sauf que c'est pas des substituts théâtrales. C'est autre chose. C'est comme... comme du... Ça pas de l'art vivant. Peut-être d'entrer en... Non, mais ça permet peut-être de rentrer en contact avec d'autres publics. Tu sais, comme là, mettons, nous, ce soir, on se parle ensemble, mais si on n'avait pas été dans cette pandémie, peut-être qu'on ne se serait pas parlé, on ne l'aurait pas fait de cette manière-là. Ça permet de développer des contacts autrement, mais
y a comme quelque chose qui est le fun d'imaginer qu'on est capable de décloisonner les œuvres. Mais moi aussi, je pense qu'il n'y a rien qui remplace le spectacle en salle. Mais par exemple, quand j'ai mis en scène J'aime Hydro, on a travaillé pour que... On a travaillé pour que le feed audio soit disponible en live sur Internet tous les soirs gratuitement. Ben, ça, il y avait toujours un bassin de gens qui écoutaient, même réécoutaient le spectacle. Tous les soirs? Tous les soirs de représentation. Donc, tous les soirs de représentation, le spectacle, le flux audio était diffusé en direct sur Internet. Puis là, il y avait des gens qui écoutaient ça, puis même qui réécoutaient. Puis là, ça, pour moi, c'est une façon, c'est numérique. Ça ne remplace pas le spectacle, mais en même temps, c'est une façon d'aller rejoindre des gens qui, peut-être, n'auront pas la visite de la production dans leur ville, dans leur localité. Puis ça permet quand même d'avoir accès au contenu, à ce qui est raconté là-dedans, qui est quand même quelque chose d'intérêt public, qui est fait pour tout le monde, qui devrait être entendu pour tout le monde. Fait que, moi, je ne suis pas totalement contre le numérique, mais je ne pense pas qu'il faut non plus tout remplacer par ça. Ce n'est pas la panacée non plus. Mais bravo pour le travail de J'aime Hydro, parce qu'entre autres, moi, je ne l'ai pas vu en live, mais je l'ai vu à la télé, là, lorsque c'était sur tout.tv, en fait. J'étais dessus à Noël dernier, en fait, pas cette année, mais l'autre, là. Puis c'est une des seules pièces de théâtre que j'ai été capable de rester accroché du début à la fin, malgré le fait que c'est un écran. J'ai vraiment aimé. Bien, d'abord, c'est sûr que, bon, là, son nom m'échappe, mais la comédienne Christine Beaulieu, qui est excellente. Puis son comparse aussi, qui est aussi qui joue aussi dans C'est comme ça que je t'aime. C'est comme ça que je t'aime, oui, Mathieu Gosselin. Mathieu Gosselin est excellent dans ses transitions de personnages. Puis le char, ça a scène. En tout cas, je trouvais ça. Ça a été enregistré où, ça, cette captation-là? À l'usine C. OK, c'est ça. OK, cool. Mais je suis content qu'on en parle parce que c'était vraiment un petit bijou de pièce de théâtre. Ouais, moi, je l'avais écouté en balado en premier. Ah ouais? Ouais, j'avais écouté tout en balado, puis après, on s'est dit, ben il y a la version où on voit l'image, fait qu'on l'a réécouté au complète avec l'image. Je trouvais ça intéressant, parce que c'est une autre vision, parce qu'on l'écoutait, moi et ma copine en auto, puis on écoutait le balado, puis c'était vraiment intéressant. Puis... Dans son char électrique? Dans mon char électrique. Ben, c'est avant qu'on ait une auto électrique en plus. Fait que, en tout cas, maintenant, je peux comprendre des parties qu'elle vivait quand elle a fait son long voyage vers le barrage. Là, mais ça, je trouvais ça vraiment intéressant. Puis après, de voir la même pièce en visuel, ça changeait beaucoup, des fois, l'interprétation. Si ça se produirait, puis je ne sais pas s'il va encore avoir des représentations, là, mais s'il y avait des représentations qui passaient dans le coin, c'est sûr que j'irais voir la pièce pour voir après ça une autre volet encore. Un autre level, c'est ça. Oui, il va en avoir, promis, quand on va pouvoir quand on va pouvoir jouer des spectacles, il va assurément avoir une tournée. Ouais. Ben, on le souhaite, puis on vous souhaite aussi de faire plein de spectacles très bientôt. Il y a quelques régions qui commencent à se déconfiner, donc je pense que vous allez peut-être être chanceux dans les prochaines semaines, prochains mois. Alors, est-ce qu'il y a une entente pour venir représenter la pièce un peu plus tard, ce printemps ou cet automne, ou on annule puis on recommence? Pour le poids des fourmis, j'avoue ne pas savoir. Hein, les histoires de calendrier sont assez ardues là, en ce moment, entre tous les spectacles qui se replacent, les tournées réservées les comédiens. Je pense que la compagnie Bluff travaille très, très fort à tourner tous leurs spectacles. J'imagine que ce n'est que partie remise, parce que je pense que quand un diffuseur puis un producteur souhaitent présenter un show, c'est une occasion précieuse, puis en général, tout le monde s'arrange pour essayer de rendre ça possible. Alors, j'imagine que c'est ça l'objectif. Et c'est sûr qu'en théâtre jeune public aussi, il y a une donnée supplémentaire du fait que, mettons, les théâtres vont rouvrir, mais comme c'est du théâtre destiné à des adolescents, qui est en représentation scolaire aussi, là, présentement, il y a beaucoup d'écoles qui ne veulent pas déplacer leurs élèves parce qu'ils ont déjà tellement de choses à gérer comme ça. Fait que ça, c'est comme une espèce de défi supplémentaire quand même qui va toucher le jeune public. Fait que ça va être encore plus... ça risque d'être un petit peu plus long pour le jeune public. Ça va repartir assurément, là, mais il y a cette donnée-là supplémentaire. On vous remercie, les gars, d'avoir été là pendant cette belle heure, cette beau 60 minutes. J'espère qu'on a bien représenté la pièce. Puis j'espère qu'on vous a donné le goût à la maison d'aller voir et de sortir, aller voir des spectacles. Et puis, il y en a plein qui s'en viennent.
Merci beaucoup, Philippe Cyr et David Leblanc. Merci. David Paquette. Paquette. Merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir pendant ces 60 minutes-là. Puis, au merci à vous autres, c'était agréable d'être avec vous. Oui, merci beaucoup. Puis je viens de réaliser depuis le début, tu me fais penser à quelqu'un, puis je viens de réaliser c'est Simon Leblanc. J'ai l'impression que c'est ça. Mais merci beaucoup tout le monde, merci d'avoir été là, puis allez voir la page du Théâtre des Esquerres sur Facebook pour aller voir les spectacles qui s'en viennent. Vendredi, il y a Matt Alubaski, si ça vous tente, puis il y a Bro Tipo, un spectacle de cirque aussi samedi, donc il y en a plein qui s'en viennent. Donc, merci beaucoup d'avoir été là, merci les gars. Merci. À bientôt. Merci, bye. Appropriation culturelle.